Alors, merci de reprendre place. C'est toujours un bon signe quand j'entends les gens discuter les uns avec les autres, avec leurs voisins. Et vous allez voir, là, pour redémarrer cet après-midi, ça va être un peu plus engageant, on va dire, un peu plus sérieux. Je vais d'abord vous demander, alors, comment ça se passe? Quel est votre niveau d'énergie après avoir mangé? Waouh! Digestif. Ouais, très bien. Alors, le petit exercice, comme on a commencé par les exercices aujourd'hui, ça va être un exercice que je vais vous demander de faire en binôme. Donc, pour ceux qui n'ont pas de voisins ou de voisines, je vais vous demander de vous déplacer pour trouver un binôme au hasard. Vous allez, alors, ça va bien se passer, ça fait pas mal. Allez. Bon, on hésite? On prend place? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé son binôme? Brice? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas trouvé son binôme? Ben voilà, 2 personnes. Céline, très bien. Encore un binôme. Alors, je vais vous demander d'économiser le temps de parole avec le voisin. Vous allez comprendre vite pourquoi. On a du mal, hein? Bon. Help! Help! Bon, alors, l'exercice qu'on va faire. Je vous donne les instructions. Hello. Ah, il y a encore des personnes qui arrivent. Je vais demander pour l'exercice, pour ceux qui arrivent, ce sera un exercice qu'on va faire en binôme. Il ne durera pas longtemps, il dure 3 minutes exactement. Bon. C'est bon, on a assez crié. Donc tout le monde est assis. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas de binôme? C'est parfait. Alors, première instruction. Je vais vous demander de vous lever à nouveau, s'il vous plaît. Chacun face à face avec son binôme. Ah ben, il y a des personnes qui n'ont pas de binôme, c'est pas trop tard, mais il faut trouver quelqu'un. Voilà. Je vais passer là. Là, ça va être plus facile. Donc, je vais vous demander de vous tenir par les mains. Waouh! On va se... Bon, ça va être difficile d'entendre la suite des instructions parce que là, c'est pas pour faire n'importe quoi, hein. Tout n'est pas autorisé. Donc, l'exercice consiste, première étape, pendant 15 secondes, on se regarde dans les yeux, on ne se dit rien, et je vais vous dire ce qu'on va faire après. Il y a une des 2 personnes qui va être A, et l'autre qui va être B. Donc, tous les binômes, je veux que les A lèvent la main. Parfait. Les B lèvent la main. C'est parfait, tout le monde s'est reconnu. Génial. Donc, après les 15 secondes où on se regarde dans les yeux sans rien se dire, A va dire à B ce qu'il pense que son avenir sur les 2-3 prochaines années va être pour lui ou pour elle. Pendant 90 secondes. On reprend. Pendant 15 secondes. Silence, s'il vous plaît. Je reprends. Pendant 15 secondes, on se regarde sans se parler.
Et après, pendant 1 minute et demie, 90 secondes, A va dire à B ce que, selon sa perception, il lui prévoit pour son avenir dans les 2 ou 3 prochaines années. Et la suite, au top. Ah bon, c'est parti. En silence. Ce qu'on veut, ce qu'on lui prévoit, d'après ce qu'on perçoit, comment va être son avenir sur les 2-3 prochaines années. C'est parti, 15 secondes. En silence, s'il vous plaît. Top. C'est bon. Alors maintenant, on reprend. Donc A, vous racontez à B ce que vous pensez que leur avenir va être dans les 2-3 prochaines années. Top. Hop. Dix, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bon. Alors, on a fini la première partie de l'exercice. Et encore la toute dernière. La toute dernière, c'est pas plus compliqué. C'est juste dans l'autre sens. C'est maintenant B, mais juste en une seule minute, va dire à A ce qu'il prévoit pour son avenir dans les 2 ou 3 prochaines années. B, à vous. Hop. Top. C'est parti. 1 minute. Merde. Bon. Cinq, 4, 3, 2, 1, top. Bon. Wow. Alors, merci. Oh. Eh oh. Wow. Bon. Et donc, c'est difficile de vous arrêter de jouer au lecteur dans les boules de cristal. Bon. Merci pour cet exercice. Je vais vous demander encore 1 minute.
On se rassoit. Merci. Oh. Alors, j'ai besoin d'un petit retour d'expérience. Qui voudrait prendre la parole et juste partager qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait donner? Pardon. Désolé. Il est branché ou pas? Non? Merci. Je te remercie parce qu'au départ, j'avais pris le micro uniquement parce que ma voisine n'aimait pas les lancers de micro. Et du coup, on a pu en faire deux ensemble. Moi, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si Damien partage, mais beaucoup d'énergie positive, en fait, dans cet échange. Sachant qu'on on s'est pas dit des choses, on s'est dit des choses assez superficielles, forcément. Mais c'était très positif. Et de ce positif, j'ai senti une complicité, en fait, alors qu'on ne se connaissait pas 30 secondes plus tôt. Voilà, je ne sais pas si tu corrobores ou pas. Complètement, voilà. Un autre partage d'expérience, de ressenti. Qui a trouvé l'exercice difficile? Le démarrage? Bonjour Brice, j'ai trouvé ça assez déroutant parce qu'aujourd'hui on va pas vers les gens pour leur demander ce qu'ils font, on essaye plutôt de trouver leur prénom, leur nom, on va sur Google et puis on trouve l'information. Alors que là, de face à un être humain et d'essayer d'aller chercher cette information dans ses yeux, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude de faire et donc assez fort comme moment. Voilà. Merci. Un autre tour d'expérience. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'expérience désagréable? Est-ce que quelqu'un a eu des prédictions négatives sur son avenir? C'est très curieux, ça n'arrive vraiment quasi jamais. Voilà. Un petit témoignage, mais c'était vraiment pas désagréable. Donc je peux repasser le micro à quelqu'un d'autre. Non, mais un témoignage, il est bon quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous? Dans les yeux, on trouve beaucoup d'énergie positive. Moi, j'ai trouvé que la personne rayonne. Ça aide la personne à rayonner quand on la regarde dans les yeux. En tout cas, c'est fort, c'est émouvant. Alors après, quand on fait des prédictions, je pense qu'on peut se gourer tout autant que si on ne s'était pas regardé dans les yeux. En fait, il y a une analyse qui a été faite, si je peux éclairer un peu ta réflexion. Souvent, les prédictions qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on se voudrait pour soi-même. C'est très intéressant. En fait, on se fait ses propres prévisions sur un futur plutôt embelli et positif. On essaie de se souvenir ce qu'on s'est souhaité, là. Merci, Joe. Merci à vous. Encore un dernier commentaire. Oui, je voulais juste ajouter qu'en plus du regard, il y a le toucher, évidemment. Donc, toucher les mains, c'est toucher le cœur. Donc, on est beaucoup plus dans l'écoute de la personne qui est en face. Et il peut effectivement se passer quelque chose qui est peut-être une projection de soi-même, mais en tout cas, on le ressent. Moi, je l'ai ressenti. J'avais des frissons en parlant, pas en écoutant, mais en parlant, en écoutant aussi parce que ça m'intéresse, mon avenir, mais aussi, évidemment, en tenant l'autre et en lui parlant. Alors, je vous fais une petite confidence. J'ai vécu cet exercice, parce que je ne l'organisais pas il y a 6 mois, aux États-Unis. Je vous ai fait la version light, parce que je suis un peu réservé ou timide, ou je n'ai pas osé. La version aux États-Unis, c'était un hug pendant 15 secondes. C'est très long, avec une personne qu'on ne connaît pas, et parfois du même sexe. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. On n'a pas osé pour une première. Merci encore, de toute façon. Merci à tous. Du coup... Malheureusement, vous n'avez pas fini avec moi. Parce Joe, que j'ai... est-ce que, s'il te plaît, coucou. Juste une question. Tu dis que tu as fait cet exercice. Dans quel cas tu nous vois l'utiliser en tant qu'entrepreneur? Parce que
Avec des clients, moi je me vois mal aller chez Engie par exemple et leur faire un gros hug. Voilà, mais c'est... En fait, je n'ai pas ni de recommandation directe ni de restriction. Ok. Mais si ça t'arrive d'être avec une personne chez Engie, pour l'avoir cité, et de leur faire un hug, je pense que vous en sortirez sur n'importe quel sujet de discussion, de meeting business, probablement avec un meilleur résultat, en tout cas différent de si vous ne l'avez pas fait. Mais ça se fait. Le plus puissant, en fait, c'est une société qui est là aussi américaine, c'est une société qui fait du média, en fait, des créatifs, de la pub, en gros, la com, et ils sont souvent autour d'une même table, en train de débattre jusqu'à 2-3 heures du matin entre créatifs sur des idées où il n'y en a pas une bonne ou mauvaise, on l'aime ou l'aime pas, elle est adaptée ou pas. Et ils ont dans leur charte de valeurs un truc que je n'avais pas compris, il n'a pas de sens, il s'appelle Hug It Out. Et je dis, ah, tiens, c'est quoi ça, votre truc là une autre de leurs valeurs, c'est no bullshit, par exemple. Et c'est une règle. Avant de sortir de leur salle de réunion, on s'est tapé sur la tronche, où on n'était jamais d'accord sur rien. Il y a une consigne obligatoire, on se donne tous un hug avant de sortir de la salle. Et on revient le lendemain. Voilà, comment on peut l'utiliser? C'est, paraît-il, super puissant. Une minute. Beaucoup avec le temps. Une minute, je me permets d'apporter ma réponse, pardon, c'est de développer la sensorialité. Moi, je dirais qu'effectivement, développer la sensorialité dans le business, donc ça veut dire vis-à-vis de ses salariés, mais aussi de ses clients, et d'imaginer justement, et Apple, c'est aussi un bon exemple, qui a certainement dans la créativité imaginé la sensation de tenir l'iPod, etc. Donc, c'est développer la sensorialité quand on touche quelqu'un. Donc, il y a le regard, il y a la vision, il y a le toucher, il y a l'odorat, etc. Donc, je pense que la sensorialité devrait faire partie de l'entreprise. Super, merci en tout cas d'avoir participé. Et j'espère que chacun d'entre vous l'utilisera comme bon vous semble, là où vous pensez que ça peut être approprié. Alors maintenant, j'ai une fiche de lecture à partager avec vous. Donc, je reprends un livre qui n'est pas récent. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu entre les mains, lu ou écouté Simon Sinek sur un TED Talk. Vous allez trouver plein de choses là-dessus. C'est un livre de 2009. Mais je pense que, comme beaucoup de concepts, il faut entre 10 et 20 ans avant que des choses qui sont connues, démontrées, pratiquées, ne deviennent vraiment comprises et intégrées ou généralisées dans les vies courantes des entreprises. Donc la question, comme vous l'avez compris, c'est pourquoi. Ouais, mes slides sont en anglais, donc je multitask en traduisant quand je lis, donc j'essaie de ne pas lire. Ça me ralentit, mais c'est peut-être une bonne chose de ne pas aller à un très haut débit juste en début d'après-midi. Donc, il commence par un constat très très fort, en fait, un statement qui dit, en fait, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et le pourquoi on fait tout ça, dit, c'est juste une preuve que vous y croyez vous-même. Donc, quand on commence par ça, on dit, OK, en fait, est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre ou connaît le principe du why? Bon, un peu moins nombreux. En fait, c'est très intéressant parce que quand il dit, en fait, le why, c'est par rapport au... Je ne vais pas me tromper de bouton. Du what and how. Il dit la plupart des entreprises savent à peu près ce qu'elles font. Donc ça, c'est le minimum. On sait ce qu'on fait. Éventuellement, on peut savoir comment on le fait, si on a un vrai savoir-faire ou une façon différente de le faire. Et dans le comment on fait, on peut aussi avoir une originalité. Et ce qu'il constate, c'est que très peu d'entreprises comprennent vraiment le pourquoi on fait tout ça. Le pourquoi, il dit, la première réponse au pourquoi, c'est oui, parce que c'est profitable. OK, c'est pas la vraie réponse, en fait. Ou parce qu'on aime faire ça, d'accord, mais pourquoi on aime faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire ça et de continuer à faire ça? Et pour certains, on dit qu'on comprend vraiment son pourquoi, le why, qu'au bout de 7 itérations du pourquoi, le pourquoi du pourquoi, etc., pour arriver vraiment à l'essence du sujet lui-même. Je vais passer cette partie rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 façons d'influencer les gens. On les manipule dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on peut faire des promotions, les encourager, les convaincre, etc. Ou on les inspire. Et la différence entre les deux, c'est ça, c'est une transaction. Alors que quand on inspire quelqu'un, on est plutôt dans le relationnel. Et c'est ça qui fait, c'est un vrai jeu de séduction. Et on crée vraiment une loyauté qui est beaucoup plus puissante que juste de convaincre. Et il prend comme exemple, en fait, pratiquement partout,
tous ces exemples dans le livre, chez Apple, parce que Apple est une société qui, dès le départ, ne s'est jamais présentée comme des fabricants d'ordinateurs, avec une vraie raison. On raisonne différemment, think different, c'est toute une façon d'être qui va de bout en bout en fait accompagner Apple dans toute sa façon d'être. Et le principe, c'est de commencer par le sens qu'on donne à ce qu'on fait, the purpose qui est dans le why, et par la suite déterminer comment on fait pour finalement arriver à qu'est-ce qu'on fait. We make computers, mais c'est juste le résultant en fait de pourquoi on fait tout ça, comment on fait à notre façon. On fait des choses belles, on fait bien designées, faciles d'usage, etc. Donc c'est vraiment une façon de faire qui est intégrée, qui vient après le pourquoi. Et il va, pareil, constater que si vous savez pourquoi, en fait, ce que vous faites et comment vous le faites, mais sans savoir le pourquoi vous faites tout ça, on est confiné à rester dans son cœur de métier. En fait, on est dans un métier de produit et on n'est pas dans un développement d'une entreprise qui a en fait sa façon d'être et sa pérennité au-delà. Et forcément, quand il parle de Apple, il compare ça à Dell. Il dit Dell fabriquait de très bons ordinateurs. Dell a beaucoup maîtrisé le comment on fait, parce que c'est les premiers qui ont donné aux clients la possibilité de customiser, en fait, de faire à sa demande la fabrication de son propre ordinateur, ce qui était une grande innovation. Mais comme ils n'ont pas commencé par le pourquoi on fait tout ça, Dell n'a jamais réussi, contrairement à Apple, à vendre autre chose que des ordinateurs, même pas les lecteurs MP3. Alors que Apple, quand ils vont au-delà sur les iPods, les iPhones et les iTunes, qui ont complètement dans un autre secteur, curieusement, ils ont des militants qui les comprennent, qui savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils achètent de chez eux. 3 grands principes. Il faut être très clair sur son pourquoi. Et le pourquoi, il ne faut pas seulement le savoir, mais il faut l'exprimer, parce que les consommateurs, les fournisseurs, tout l'écosystème autour ne sait pas forcément quel est votre vrai pourquoi, le vrai why, d'où l'importance de l'exprimer. Il faut une discipline pour le how, comment on fait, donc c'est des procédures, des process, tout ce qui va avec. Et il faut être extrêmement cohérent avec le qu'est-ce qu'on fait, parce que quand on a une incohérence entre le ce qu'on fait et pourquoi on fait, là c'est extrêmement visible, voire même brutal, et ça peut jouer contre l'entreprise. Je viendrai à un exemple un peu plus tard. Ici aussi l'exemple très intéressant de Starbucks. Starbucks qui est une société plus vieille qu'on peut l'imaginer, 71. Et Starbucks a vraiment commencé par le produit. C'était on veut du bon café de qualité à Seattle, parce que ça n'existait pas là-bas à l'époque. Et c'est quand Howard Schultz, en fait, le CEO qui a pris en 82, je pense, ses fonctions, donc bien après le fondateur, qu'il a commencé à sortir du café en disant on va nous trouver une vraie raison d'avoir Starbucks comme on veut. Il a créé le concept du third place, le troisième endroit. C'est pas la maison, c'est pas le bureau, mais c'est un endroit où on va, qui ressemble à rien d'autre, pour vivre une expérience où éventuellement on peut servir du café, mais autre chose. Et l'évolution, vous voyez, du logo, Coffee a complètement disparu en 2011, et Starbucks, c'est un lieu, et le café n'a rien à plus. En fait, ils n'ont pas besoin de café pour que Starbucks survive comme Starbucks. Des exemples d'autres marques très parlantes qui font poser des questions. Ça, c'est un fabricant de motos, mais c'est beaucoup plus que ça. Et on se demande, c'est ça aussi, et on se demande comment on peut arriver à ça. Il y a des gens qui vont se tatouer une marque de façon indélébile sur leur corps. Ok, on se dit, mais voilà. Et ça, c'est sûrement bien au-delà du produit. Forcément, il compare, ça je vais passer aussi rapidement. Faire du business, c'est comme draguer, en quelque sorte. Donc s'il commence par dire je suis riche, j'ai une grosse bagnole, une belle maison, etc., en fait, c'est pas comme ça. Les entreprises font sans doute souvent la même chose. Venez travailler chez nous. Alors que quand on présente des choses qui touchent l'émotionnel, en fait, c'est là où on connecte dans le relationnel tout à fait différemment à un autre niveau de ce que les gens ressentent. Quand on dit des choses comme nous sommes passionnés de ce qu'on fait et que notre job, c'est de laisser les gens faire des choses qui les inspirent, c'est bon pour le business et on a réussi, c'est tout un autre message. 2 implications avec 2 exemples. Le premier, c'est impérativement, quand on connaît son pourquoi, c'est très structurant pour l'entreprise de recruter. Et quand on recrute, recommandation, c'est recruter d'abord pour le pourquoi, donc cette façon d'être, parce que le reste, éventuellement, le qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait peut s'apprendre ou éventuellement se développer avec le temps. Et là, ici, c'est un exemple assez étonnant, intéressant, que moi, je ne connaissais pas
l'histoire. Donc c'est le Sir Ernest Shackleton, qui est un Irlandais. On est en 1913, c'est 2 années après la découverte de l'Antarctique par une équipe de Norvégiens. Et sur son bateau, donc un 3-mâts, il décide de traverser l'Antarctique de part en part. Et il recrute 27 personnes qui l'accompagnent dans cette aventure-là. Ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu. Leur bateau a été complètement bloqué par la neige pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, il a été écrasé et a sombré. Ils ont dû se réfugier. Ils avaient 3 chaloupes pour survivre. Et quelques mois plus tard, il décide lui-même de partir avec 5 personnes, avec une des chaloupes de fortune, pour faire à peu près 1200-1300 km, pour chercher du renfort et venir sauver les autres. Ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que les 27 personnes ont survécu. Il n'y a pas eu d'histoire sordide de gens qui se mangent entre eux. Et l'analyse, en fait, dit que ce n'est pas une coïncidence, en fait, que les gens ont survécu et qu'il y avait un vrai choix étudié et réfléchi derrière, et ça vient de là. Il a passé une annonce avant de partir en expédition, donc je traduis, donc je multitask. On cherche des hommes pour un voyage risqué, petit salaire, froid de canard, long mois dans l'obscurité, danger permanent, retour incertain. Et comme récompense, honneur et reconnaissance en cas de succès. Il aurait pu mettre cherche marin chevronné, 5 ans minimum d'expérience. Bon, voilà. Très puissant. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'imaginent pas que s'ils passaient des messages comme ça, ils recruteraient suffisamment de personnes, en fait, qui viendraient par passion, par conviction, en sachant ce qui les attend. Le deuxième exemple que j'ai trouvé aussi très intéressant, toujours tiré du même livre, c'est que le système de rémunération, donc de paiement, de primes, d'incitatifs en fait, de tout genre, devrait aussi être d'abord aligné avec le pourquoi. Parce que finalement, tout ce qu'on mesure pour mesurer la performance, quelle qu'elle soit, incite à le faire. Et là, l'exemple est différent. On est en 93 et Christina Harbridge est à San Francisco, elle est en Californie. Diplômée de finance, elle travaille pendant 1 année dans une société qui fait du recouvrement de dettes. Une société qui fait du recouvrement de dettes, en fait, c'est une société qui appelle des gens qui ont une dette, qui ne l'ont pas payée, qui n'ont pas réglée à temps, et qui essaie de récolter le maximum en fait, d'argent possible. Et la pratique courante dans ce métier, c'est que les bonus, les primes, sont payés en fonction des montants recouvrés. Et elle s'est dit, au bout d'1 an, j'avais des collègues qui étaient formidables, tous des gens élevés, éduqués, sympas, gentils, polis. Et quand je les entendais parler aux clients au téléphone, ils étaient insultants, agressifs, ils les menaçaient. En fait, c'était exécrable. Et au bout d'1 an, elle s'est rendue compte qu'elle faisait exactement pareil. Et là, elle s'est dit, finalement, ça ne correspond pas à mes valeurs, pas à mes convictions. Donc, je vais faire autrement. Donc, un de ses premiers principes, c'est les relations humaines, c'est la vraie monnaie, devise. Une autre de ces devises, c'est nous sommes tous des débiteurs quelque part. Donc, on a de la dette vis-à-vis de quelqu'un, mais ça dépend des moments. Donc, quand on n'a pas payé sa dette, c'est pas qu'on est un salaud ou un malhonnête ou un truand, c'est juste qu'on est en difficulté. Elle a changé complètement le système de rémunération des gens qui travaillaient donc pour sa société, Bridgeport. Et là, la prime n'était pas calculée au montant collecté, mais au nombre de cartes de remerciement reçues par les clients, de la part des clients. Et là, on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et en fait, elle dit, mais non, il y a une vraie méthode derrière, parce que quand on passe du why, le pourquoi on fait ça, à comment on fait ça, la mission de tous ces agents, c'était d'écouter, de comprendre, d'avoir de l'empathie vis-à-vis des payeurs, des mauvais payeurs, entre guillemets, et d'essayer de les aider à trouver une solution. Constat, dans 90% des cas, dans le modèle d'avant, les clients qui contactaient leur mentaient. En fait, ce n'est pas les clients, en fait, c'est les débiteurs leur mentaient. Alors que là, dans 90% des cas, ils disaient la vérité. Et ils recueillaient de plus petits montants des fois, mais avec de plus grand nombre de personnes, parce que finalement, les gens faisaient de leur mieux pour payer un petit montant, alors que quand on les agressait, les menaçait, c'était « allez vous faire voir ». Conclusion,
300% de performance supérieure à la moyenne de l'industrie. La société est toujours là, elle a revendu il y a 2 ans, et c'est voilà, pour une bonne raison. Je finis juste par un autre exemple, en fait, une autre conclusion en fait, dans le bouquin, c'est dire quand les sociétés croissent, que ce soit en volume, en taille, en chiffre d'affaires, etc., il arrive un moment où finalement il y a un écart parce qu'on perd le sens de ce qu'on fait, on oublie, on continue à faire ce qu'on fait, le what perdure, mais finalement on oublie le pourquoi on fait tout ça. L'exemple qu'il cite, c'est Volkswagen. Volkswagen a toujours été ça, qui parle aux gens. Et en 2004, Volkswagen a lancé une voiture de luxe qui s'appelle la Phaeton. Je ne sais pas si quelqu'un l'a reconnue. Ils ont monté une usine que pour la Phaeton. C'était un flop total parce qu'il n'était pas du tout en cohérence avec le pourquoi. Volkswagen, la voiture du peuple. Et du coup, Volkswagen s'est réveillé plus tard et est revenu vraiment à ce qui correspondait à leur vraie valeur. Conclusion, les décisions se prennent plus facilement et mieux. Un plus grand engagement à la fois de loyauté des clients et des employés. On crée vraiment un environnement de confiance. Et quand on maîtrise vraiment le why, le pourquoi et le qu'est-ce qu'on fait, how and what, vont suivre automatiquement. Il fait aussi la distinction, je finis avec ça, entre le vrai succès et le fait d'accomplir quelque chose. Il dit le succès, c'est juste le ressenti qu'on a quand on a atteint un objectif. Et ça, c'est quelque chose, quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as réussi, la réussite, c'est vraiment une question de perception. Voilà. Et je finis par une citation de Mark Twain, elle n'est pas de Simon Sinek, celle-là. Les 2 plus importants jours de la vie d'une personne, c'est quand on est, et le deuxième, c'est quand on comprend pourquoi. Merci.